Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc moi je vais vous parler d'open source et de sécurité. Je travaille chez GitHub, je suis Field Security Specialist, c'est un super terme pour dire que je suis solution ingénieur mais sur la partie sécurité des outils de GitHub. Et donc je suis spécialisé dans la sécurité applicative. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous partager la vision que j'ai et qu'on a souvent maintenant dans la sécurité applicative. Donc la sécurité, c'est pas une forteresse comme ici, on ne voit pas ici. Là, voilà. Comme King's Landing. Et où on se cache derrière, dans notre système d'information, derrière des firewalls, où on pense qu'on ne va pas pouvoir passer. Ça, c'est comme ça qu'on pensait avant. Et on ne pense plus comme ça. Parce qu'il peut arriver ce qui est arrivé. Donc ce sera il y a un petit décalage quand même dans le... Voilà. Donc c'est la seule notion de dragon que je vais pouvoir, de dinosaure que je vais pouvoir apporter. C'est un dragon, on va dire que c'est un peu pareil. Mais voilà, même si on se sentait en sécurité, une attaque peut arriver, même avec des grands murs. Donc la sécurité, c'est plutôt un jardin qu'on va entretenir. Il ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des petites mauvaises herbes par-ci par-là, et ce ne sera pas très grave. Mais on va quand même essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Et donc dans tout ce qui est développement, pas que dans la sécurité, on utilise de l'open source. L'open source est omniprésent et ça l'aide sur la sécurité. Donc je vais vous parler d'un des plus gros contributeurs qui fait référence de l'OWASP, de l'Open Source Security Foundation, de la MITRE, et quelques exemples de comment on peut sécuriser ces projets open source. Donc l'OWASP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Open Web Application Security Project. C'est une fondation, donc ils ont une gouvernance propre qui est indépendante. Il y a plein de projets, je vais vous en présenter juste après. Il y a des meet-up, ils appellent ça des chapters, dans plein de grandes villes. Il y en a un à Paris. C'est le seul en France d'ailleurs. Beaucoup de membres organisés en comité, un peu comme sur le modèle d'un projet des projets open source. Et ils ont aussi des conférences, du matériel, des formations en ligne, etc. Et donc c'est eux qui sont derrière le célèbre OWASP Top 10. Donc la liste des 10 vulnérabilités les plus rencontrées. Donc là, c'est un comparatif entre celui de 2017 et celui de 2021. Celui que moi j'aime particulièrement et qui est rentré, c'est le A10, le Server-Side Request Forgery. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est, ce que ça fait, et surtout quand on est dans le cloud, mais pas que. Voilà, j'en dis pas plus. Mais le WASP, c'est pas que le top 10, c'est tous ces projets-là. Donc certains sont des outils, d'autres sont de la documentation, des pratiques, et on voit, donc on a un cycle, et on va retrouver des outils pour nous aider à sécuriser notre application sur tout le cycle du développement. Donc on va en retrouver au moment de la prise des besoins, des requirements. On va faire au moment de la conception. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le thread modeling. Thread modeling, ça va être, on va se poser et on va noter quelles sont les données qu'on a à protéger et comment on les protège, comment elles sont classifiées, est-ce que c'est des données qui sont critiques, est-ce que les perdre, c'est un risque pour nos clients, pour la société pour laquelle on travaille. Et donc il existe plein ils appellent ça des méthodes, des frameworks pour faire ce genre de cérémonie, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme autre outil très intéressant ? Le dependency check et dependency track, je vais en parler juste après. On a quelques outils Hamas, Zap, je vais en parler aussi juste après. On a des projets WebGoat, qui est un projet qui est volontairement vulnérable, qui va permettre de tester les outils de sécurité. Et l'API Top 10, etc. Et autre chose, ça c'est plus au niveau culture organisation, le Security Champion. Le Security Champion, c'est un programme, c'est une méthode. En fait, on va désigner une personne dans chacune des feature teams
qui aura une casquette de sécurité, donc ça peut être un développeur, mais pas forcément, mais c'est pas quelqu'un qui est dont le boulot c'est de faire de la sécurité à plein temps, et qui va juste rappeler les bonnes pratiques de sécurité, ou peut-être juste reposer la question, est-ce que ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est bien sécurisé? Et donc du coup, l'OWASP fournit des méthodes pour nous aider à sécuriser notre code. Donc un qui est beaucoup utilisé, c'est le dependency check. Donc il va aller lire le fichier, le package.json ou .loc, le fichier POM, le Gradle, le requirement.txt, ce que vous voulez en fonction de votre projet. Il va faire la liste, il va faire un arbre des dépendances et faire la liste et comparer avec une base de données de dépendances vulnérables, la NVD, qui est la plus connue. Et en plus, ensuite, il va vous rapporter, voilà, vous avez telle dépendance, voire sous-dépendance qui sont vulnérables. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place, à intégrer dans une intégration continue. Surtout, c'est ce qui est important pour cet outil-là, c'est de l'intégration continue. Parce que c'est pas quand on introduit une dépendance qu'elle est vulnérable, c'est plutôt 3 mois, 6 mois après, on ne sait pas. Autre outil assez rigolo, c'est Hamas. Hamas va faire une énumération de tous les sous-domaines que peut avoir un domaine de premier niveau ou même un sous-domaine, un de domaines et de sous-domaines. Donc, on va chercher dans toutes ces... en fait, il y a un petit souci de... Voilà. Et en fait, il va chercher dans toutes ces données-là, des API, la base de données de certificats, parce que quand on enregistre un certificat auprès d'une autorité, finalement c'est quelque chose qui est public. Donc si on enregistre un certificat pour un sous-domaine ou un sous-domaine, ça va être connu. Et donc l'idée, c'est d'aller pour des hackers, des personnes mal intentionnées, d'aller chercher des sous-domaines que vous n'allez pas forcément penser qui sont ouverts au public, qui ne sont pas référencés nulle part, en tout cas sur Google. Et on pourrait retrouver un vieux Jenkins qui n'a pas été mis à jour et on sait qu'il est vulnérable. Et finalement, le Jenkins, lui, il a accès à tout votre code source et ça peut potentiellement être dangereux. Et donc ça peut être quelque chose que vous pouvez lancer chez vous, dans votre système d'information, et voir ce qui peut être trouvé avec votre domaine principal. Voilà. Ensuite, l'OWASP ZAP, donc Z Attack Proxy, c'est pareil, c'est un outil de pentest. Il va pouvoir scanner automatiquement. Je sais qu'il y a une version headless qui peut tourner dans l'intégration continue, mais autrement, ça peut être utilisé directement comme proxy. Alors c'est un proxy, j'ai juste lancé un petit... Donc en fait, là, je lui ai juste dit, tu vas sur twitter.com. Donc là, il est parti sur twitter.com et il a repéré tous les appels HTTP qui ont été faits. Là, j'ai filtré sur tous les posts. Et du coup, je peux me dire, celui-là, je vais essayer de... je vais le prendre, je vais le mettre dans le request tab. Donc là, il est là. Il y en avait un autre là, c'est un peu les mêmes. Et là, je vais pouvoir le modifier. Est-ce que Keep Alive, à la place de mettre true, je vais mettre false? Est-ce que c'est impactant? Je vais rajouter un autre paramètre. Je vais pouvoir jouer avec les paramètres de l'API de mon site. Parce que l'idée, c'est aussi pour chacun. En tant que développeur, on sait construire les applications. Mais des moyens pratiques pour essayer de détourner et voir si on n'a pas... si on a suffisamment sécurisé notre API, l'OWASP ZAP, c'est un bon outil que je vous encourage à utiliser et qui est un des projets de l'OWASP. Ensuite, on va passer à l'Open Source Security Foundation. Donc, ils appellent ça un forum cross-industrie. Donc, en fait, c'est plein d'entreprises privées qui contribuent, donc qui donnent de l'argent ou des ressources, dont GitHub, évidemment. Et donc, du coup, dans l'OpenSSF, il y a plusieurs projets, donc il y en a moins que sur l'OWASP, ils sont un peu différents. Il y a dans les connus, il y a Sixstore,
qui permet de faire de la certification de données. Donc on pourrait certifier, je sais que c'est utilisé dans certains cas pour certifier des images Docker, que c'est bien celle qui a été émise par le fournisseur. Donc derrière, ça permet, il y a un algorithme de chiffrement et de certification. Donc package analysis, qui analyse des paquets. L'OpenSSF aussi finance des projets open source et fournit des guides, mais aussi surtout des formations gratuites. Elles sont très très bien sur le site de l'OpenSSF. Plein de formations de basiques à avancées. Elles sont très intéressantes, donc je vous invite en tout cas à aller consulter et à aller voir ce qui se trouve si vous êtes intéressé à acquérir d'autres connaissances sur la sécurité. Ensuite, la Mitre. Alors là, on s'écarte un peu de l'open source dans la manière de contribuer, mais c'est parce que c'est une organisation non-profit. Ah, pardon. Tac. Donc, ça sert à approuver evidence-based, objective non partisan, Insight for Government Policy Making, non partisan et Government Policy. Je ne sais pas si c'est très compatible, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est décrit. Et derrière Mitre, il y a deux projets qui sont très intéressants. Ils gèrent la base des Common Vulnerabilities and Exposure. Donc c'est une base de données de vulnérabilité de dépendance, celle dont je parlais sur l'OAS Dependency Check. Et donc du coup, on va retrouver, ils vont fournir un moyen à n'importe qui de fournir l'information comme quoi telle dépendance est vulnérable à telle attaque. Donc il y a une description, il y a les versions, il y a des moyens de remédier. Et donc c'est souvent mettre à jour la version. Hein, on sait pas. Et c'est d'ailleurs la CVS, si on se rappelle, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, Log4Shell, elle a été contribuée par l'équipe de sécurité d'Alibaba sur cette base de données. Donc c'est vraiment une source qui est assez importante. Et le deuxième qui est intéressant, c'est l'attack knowledge. Donc là, je vais juste montrer très rapidement. Donc en fait, c'est comment attaquer une application. Donc il y a plein de catégories différentes, il y a plein de manières de faire différentes. Donc là, c'est pareil, je vous encourage à aller sur le site Mitre Attack et de prendre une fiche et de tester chez vous sur votre application, sur l'application que vous développez. Et ça, c'est assez cool. Et ensuite, comment sécuriser son projet open source. Donc très souvent, il est sur GitHub, la plupart du temps, mais pas que. Et GitHub fournit des outils de sécurité du code aux entreprises et le fournit gratuitement aux projets open source. Donc si vous avez un repository public, vous pouvez utiliser l'analyse de code, donc c'est l'outil CodeQL, l'analyse des dépendantes, Dependabot que vous connaissez, et l'analyse des secrets. Et tout ça, ça se retrouve dans les settings, dans Code Security Analysis. Et là, vous allez pouvoir créer un workflow qui va analyser votre code et vous donner les vulnérabilités. Secret Scanning qui va aller scanner tout l'historique de votre Git pour des secrets. Et vous pouvez même ajouter la push protection. Donc là, ça va agir comme un proxy entre votre poste et le repository Git. Et ça va analyser les secrets à cet endroit-là pour éviter qu'ils arrivent au repository Git. Parce qu'une fois qu'il est sur Git, on ne sait pas qui a pu le récupérer. Et donc, il faudra annuler ce token, ce secret. Et donc, tout ça, c'est gratuit. Et vous aurez tous vos findings dans l'onglet sécurité qui seront là. Donc voilà, ça j'ai montré. Et donc en conclusion, c'est comme pour l'open source de manière générale sur la sécurité. C'est pareil, il y a plein de manières de contribuer. On peut contribuer sur du code, sur des projets de l'OWASP. On peut améliorer la documentation, aider les développeurs qui utilisent vos librairies open source à les utiliser de manière la plus sécurisée, faire des talks comme aujourd'hui ou écrire des blog posts et tout ce qu'on peut faire sur l'open source. Merci beaucoup de votre attention. On arrive à la fin de 15 minutes.